Ben, Donald Trump a mis sa menace à exécution. Puis en fait, ça entrait en vigueur à minuit, là. Absolument. Et on a eu espoir jusqu'au dernier moment qu'il revienne sur sa décision comme il l'a déjà fait par le passé. Le ministre Leblanc était à Washington hier. En plus, et il espérait justement que Donald Trump revienne sur sa décision. Mais non, il a bel et bien signé le décret un peu avant 17h hier. Donc, depuis minuit, ses droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium sont passés de 25 à 50 %. On se rappelle que la première hausse, c'était à la mi-mars. Le président dit que c'est une question de sécurité nationale pour protéger donc les deux secteurs stratégiques. Il dit que c'est nécessaire pour s'assurer qu'elles ne mettront pas en péril donc la sécurité. Situation, on le sait, Mario, on en parle depuis le début, qui pourrait avoir un impact dévastateur quand même sur les industries canadiennes. Brièvement, à la sortie de la période des questions, François Legault il a dit que c'était surtout très mauvais pour les États-Unis. Mais on ça sait l'est. Oui, mais les entreprises ici sont inquiètes. Les entreprises d'ici aussi. Mais je voyais des économistes. Moi, je suis quand même beaucoup les sites Internet financiers et économiques aux États-Unis. Puis il y en avait un qui, le mot, j'essaie de trouver la traduction, mais ça serait ébahi. Il avait questionné des économistes pour essayer de comprendre pourquoi c'était bon, demandait à des économistes pourquoi ça serait bon pour les États-Unis. Puis l'auteur de l'article, il décrivait les économistes comme ébahis ou abasourdis par la décision, dans le sens qu'il n'y a aucune logique. Dans le cas de l'aluminium, c'est vraiment une petite industrie aux États-Unis là, par rapport à chez nous. Et construire des alumineries, c'est à peu près une des usines les plus longues à construire. Donc, ils ont ni la capacité de produire de l'aluminium, puis même s'ils voulaient construire des alumineries, de toute façon, ils n'ont pas les quantités énormes d'électricité que ça prend. C'est pour ça que nous, les alumineries sont collées sur des gros barrages là, au Saguenay ou à la Côte-Nord. Donc, ils vont payer, dans le sens que les tarifs sur l'aluminium, là, c'est juste les compagnies américaines qui vont payer le 50 %, ça va augmenter le coût de production. Qui vont les refiler aux consommateurs. Qui vont leur filer aux consommateurs ou qui vont rendre plus cher les F-150. C'est vraiment difficile de... ça semble vraiment purement politique, là. Trump est frustré, il s'est fait dire tes tarifs, t'es enlèves tout le temps, puis là, il veut montrer qu'il y a une autorité, puis que s'il veut en mettre des tarifs, il va en mettre. Mais la logique économique le dommage économique est là chez nous, mais la logique économique du point de vue des États-Unis est très, très, très difficile à comprendre aussi. Oui, absolument, parce que ça pourrait entraîner évidemment d'importantes hausses de coûts pour les Américains aussi. M. Carney a parlé de tarifs illégaux, injustifiés. Il a dit que son gouvernement était depuis un petit moment en négociation intensive pour les faire lever. Pour l'instant, on n'a pas d'indication que le Canada est exempté de ça, donc ça entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Et tu parlais de Dominique Leblanc qui était à Washington. Je vais vous le faire entendre, de même que Mélanie Joly également. Évidemment, on a fait part de nos inquiétudes quant à l'augmentation. Les tarifs à 25 % sont, d'après nous, inacceptables. On a expliqué comment les augmenter d'un autre 25 % sera très difficile pour l'économie du Canada et des États-Unis. Ce qui se passe dans le secteur de l'aluminium est très préoccupant et donc, nous sommes là pour aider autant les industriels, autant également les organisations syndicales. Ouais. Donc, il y aura de l'aide, évidemment, pour les entreprises touchées. Je sais que tu vas parler avec Jean Simard un peu plus tôt. Oui, on va parler, voir comment dans l'industrie de l'aluminium c'est reçu. À Québec aussi, François Legault a réagi. Oui, bien, il a réagi, comme je disais, brièvement, mais dans une publication X, il a parlé lui aussi d'une décision injustifiée qui nuit aux travailleurs de l'économie du Québec. Il dit suivre la situation. Il rappelle aussi que lui, au Québec, il y a des programmes d'aide et il va collaborer avec le gouvernement fédéral. Et il y a l'économiste en chef de l'OCDE qui dit que la meilleure façon de régler tout ça, c'est de s'asseoir avec Donald Trump puis de signer un accord. Oui, mais en fait, hier, le seul pays qui n'a pas été frappé, c'est le Royaume-Uni, justement, parce qu'ils ont signé un accord il y a 2-3 semaines, et donc, eux se retrouvent protégés. C'est certain que dans l'esprit de Mark Carney, parce que les tarifs, comprenons-nous bien, les tarifs hier sur l'acier et l'aluminium, c'est pas des tarifs appliqués au Canada, c'est des tarifs appliqués au monde entier, incluant le Canada, à l'exception du pays, le Royaume-Uni, qui a déjà un accord spécifique. Alors, je pense que dans la tête de M. Carney, la destination, c'est ça, c'est de renégocier l'accord global sur le commerce, de telle sorte que peu importe ce que Donald Trump applique comme tarif au reste du monde, ça s'applique plus, là. T'sais, si on était capable de revoir une espèce d'entente Canada, États-Unis, Mexique, ben là, on serait protégé de toutes les sautes d'humeur de Donald Trump. Mais c'est en même temps, ça peut être beaucoup sur lui. Il y a une petite part d'échec là-dedans pour Mark Carney. Là, c'est pas lui qu'on va tenir responsable, mais il s'est quand même fait élire en disant « Moi, je vais m'en occuper de Trump, puis je vais le gérer Trump. » Et ça donne
en partie raison à Pierre Poilievre qui a passé la campagne à dire, ben là, votez pas en fonction de Trump. Là, personne ne le contrôle, Ouais. Personne va avoir le contrôle sur les décisions, les gestes, les coups de tête de Donald Trump. Et c'est vraiment ça qui se produit. Bon, dépôt hier midi d'un changement de politique majeur à la frontière. Ça implique un projet de loi. Et ça va permettre, entre autres, au gouvernement fédéral de refuser des demandes d'asile en masse. Oui, absolument. Ottawa qui veut se donner le droit de refuser ces demandes d'asile d'un certain type d'un seul coup, là, sans avoir à les évaluer individuellement. Parmi cet autre changement majeur, on dit qu'aussi que les immigrants vont avoir un maximum d'1 an pour demander l'asile. Au-delà de cette date-là, toute demande va être refusée automatiquement. C'est une politique qui va être rétroactive pour les demandes qui remontent jusqu'au 24 juin 2020. Tout ça a le potentiel de rendre inadmissible un grand nombre d'étudiants étrangers qui utilisaient ce statut-là pour demander l'asile après leurs études et des travailleurs aussi dont le contrat arrive à échéance. La demande d'asile, là, c'est que tu es en danger dans ton pays. Tu es censé arriver là, en panique, puis tu es en danger. C'est-à-dire, quand tu viens étudier, tu t'inscris, tu étudies au Canada, tu fais tes études, 3-4 ans, ton bac, je sais pas. Puis là, à la fin de ça, tu dis, mais finalement, moi, je suis en danger dans mon pays. C'est des façons de contourner le système d'immigration du Canada, mais il n'y a pas de mot pour le dire. Là. On a contourné le système. On raconte que dans le monde entier, les gens se racontaient à quel point le système canadien est facile à contourner. Ouais. Tu fais ci, tu fais ça. Rentre comme étudiant, ou rentre comme travailleur, ou rentre comme touriste. Puis après ça, fais une demande d'asile. Et le système, plus les gens abusent du système, plus il est engorgé. Plus ça devient vrai parce que tu fais une demande d'asile, ça va prendre 3, 4, 5 ans à étudier ton dossier. Mais pendant ces années-là, t'es au Canada. Ton dossier est à l'étude, mais t'es au Canada. Là, tu te fais dire non. Ah ben, tu vas en appel. Un autre 2, 3 ans. Ouais, parce que pendant ce temps-là, toi, tu développes ta vie au Canada oui, tu aussi, développes ta vie. Puis là, si tu te fais dire non à la demande d'asile, là, qui t'a été ici, mettons, 3, 4 ans comme étudiant. Après ça, pendant qu'on étudiait ton dossier de demandeur d'asile, un autre 4 ans. Puis là, en appel, un autre 2 ans. Je sais pas. J'ai pas additionné ma propre phrase, mais mettons, ça fait 10 ans ou 11 ans. Là, après ça, tu te dis, ouais, mais là, moi, je suis marié, je me suis marié au Canada, j'ai des enfants, mes enfants sont à l'école. Là, tu vas faire quasiment une demande au ministre, ça n'a pas de bon sens, c'est cruel. Là, quelqu'un qui est installé chez nous, il y a un travail. Fait que les gens, par milliers, ont déjoué le système canadien, contourné le système. Alors là, ça va être. On revient à des règles de base plus strictes. Si t'es un demandeur d'asile, faut que tu sois un vrai demandeur d'asile. Si tentes au Canada sous d'autres statuts, là, tente ça va comme donner étudiant. Plus de pouvoir. Ben oui, tente comme étudiant. Et donc, c'est ça. On va refuser là, des groupes au complet. On va dire, ben là, tous ceux qui sont dans tel genre de statut, vous n'avez pas le droit de demander l'asile. Par contre... il y a certains pays, si on prend on dit par exemple les gens qui viennent d'Haïti, eux, on peut pas retourner. Comme il y a de l'instabilité politique dans leur pays, on peut pas en retourner, ils vont rester quand même. C'est pour ça qu'on vise un certain groupe de demandeurs d'asile. On dit que ça va rendre le système d'immigration plus efficace, plus flexible. Donc on verra, mais peut-être, Mario, aussi que ça va aider dans les négociations avec Donald Trump. Sûrement. Parce que c'était c'est une des raisons qu'il avait brandi au début là, pour parler des tarifs. Là, il évoquait la sécurité à la frontière, donc on verra ce que ça va donner là-dessus. Une nouvelle loi qui entre en vigueur aujourd'hui. On en avait parlé lors de son dépôt. C'est la loi sur le partage d'images intimes. Oui, sans le consentement, c'est un fléau en ce moment. C'est une loi qui prévoit de faciliter leur retrait rapide. Ça entre en vigueur aujourd'hui au Québec. C'est la loi 73. Ça veut dire que les victimes, maintenant, vont pouvoir simplement remplir un document sur le site du ministère de la Justice pour demander le retrait de toute photo intime partagée sans le consentement. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, pense que cette mesure-là va faire en sorte que ça va être beaucoup plus rapide que par le passé pour intervenir. Il a fait la tournée des écoles hier pour expliquer cette mesure-là. Il veut qu'un juge puisse prononcer une ordonnance pour mettre fin à la diffusion d'images idéalement dans l'espace de 24 heures. Et à partir d'aujourd'hui, ça entre en vigueur, ce qui fait que si une personne qui partage une photo intime sans l'autorisation, dès maintenant, elle est passible d'une amende de 500 à 5 000 $ et ça peut aller jusqu'à 50 000 $ pour une personne morale. C'est très bien. Il faut donner des moyens. C'est parce que dans certains cas...
t'avais la situation ridicule. Oui, là, on disait la personne, ça n'a pas de bon sens. À la limite, on pouvait entreprendre des démarches judiciaires ou des poursuites contre quelqu'un qui avait posé le geste illégal mais les images continuaient à circuler. Mais c'est ça. Puis après, tu peux les enregistrer sur ton téléphone. Ça circule, ça se multiplie. Fait que là, il faut que ça devient proscrit toute forme de circulation de ces images-là. Alors, je pense que c'est sain. Procès de Gilbert Rozon, lui, son témoignage à lui est interrompu pour 2 jours parce que ce sont des amis, des connaissances de longue date ou des collègues de longue date là, qui se portent à sa défense. Oui, on en a entendu plusieurs hier, notamment l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, qui est considéré comme un ami de Gilbert Rozon. Lui, Guy Fournier également, qui sont venus partager, témoigner en sa faveur dans le cadre de son procès au civil. Monsieur Johnson qui a décrit Gilbert Rozon comme un homme cultivé, charmant aux yeux des femmes, toujours élégant. Il y en a d'autres également qui ont pris sa défense. Guy Fournier a dit que c'était un homme affable, charmeur, extrêmement gentil. Il dit qu'il n'a jamais observé de comportement déplacé de sa part envers les femmes. C'est rare que quelqu'un agresse en plein souper devant tout le monde. Juste ça de même. Ben, c'est ça. Non, mais... C'est bien rare, ça. Mais... C'est un procès, là. Je veux dire, lui amène des gens pour sa défense. Est-ce que... Pour eux, ils témoignent de ce qu'ils ont vu, là. De ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils savent. Après ça, ben... ce sera à la juge de se faire une idée sur tout ce qui a été dit. Et là, il y a Serge Postigo qui s'en vient aussi. Qu'on doit entendre aujourd'hui, effectivement. Donc ça, c'est la demain, défense qui fait entendre. C'est Rozon qui... Jeudi, oui, c'est ça, demain. C'est demain, qui reprend. Et là, pour des jours et des jours, probablement. Ça va durer normalement 7 jours, qu'on dit. Là, puis là, on devrait rentrer dans le vif du sujet. On se rappelle que hier, quand il a témoigné, avant hier, il a raconté un peu sa vie. Là. Ouais, comment il était devenu ce qu'il était devenu finalement, sa carrière, son amour, etc. pour le théâtre. Mais là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. C'est le décès d'une grande dame de la chanson française. Nicole Croisset est décédée la nuit dernière à Paris à l'âge de 88 ans. Son agent dit qu'elle est décédée des suites d'une longue maladie. On n'a pas vraiment le détail, mais ce qu'il dit, c'est qu'après une riche carrière, elle s'est battue avec beaucoup de force et beaucoup de courage. C'est ce qu'il a mentionné. Celle qui a enchaîné les succès dans les années 70-80. On n'a qu'à penser à Parlez-moi de lui, Une femme avec toi, Téléphone-moi ou encore son premier grand succès lorsqu'elle a rencontré Claude Lelouch. Comme le célèbre Dabadabada que tout le monde connaît, celle qui a à peu près 20 albums studio. Elle a fait beaucoup de choses, danseuse, comédienne, chanteuse, mais c'est sans doute la musique qui l'a fait connaître partout. On peut dire dans la francophonie, l'une des plus belles voix des années 70, qui a ensuite inspiré d'autres chanteuses. On pense à Patricia Cass ou encore Lara Fabian. Ça a été une pionnière dans ce qu'elle a fait. Parmi les autres chansons connues, il y a celle-ci aussi qui fait... Parlez-moi de lui. Il vous parle de toi. Comment va sa vie? Il ne pense qu'à toi. Dans ces pays lointains. Elle était active même dans les années récentes. En 2014, elle a fait un grand concert au Casino de Paris. En 2020 aussi, elle était sur scène avec Michel Sardou avec une pièce qui s'appelait « N'écoutez pas, mesdames ». Donc, très active. Claude Lelouch a fait une superbe publication sur les réseaux sociaux dans les dernières heures où il parle de sa voix singulière. Elle qui a été le souffle de mes films, à la musique de mes émotions. Ensemble, nous avons créé des instants d'éternité. Ça a été un super hommage. Dans quelques instants, on va en parler avec Stéphane Bureau qui m'écrivait tout à l'heure, il a eu la chance de travailler avec Mme Croisset.